et messieurs, bonjour et bienvenue dans EcoBion. Aujourd'hui, nous discutons d'un sujet crucial pour notre planète, les traités de non-prolifération des combustibles fossiles. Nous sommes en compagnie de John Lufu-Caribou, le directeur exécutif de l'ONG Forum des engagés pour le développement durable des forêts. Et nous sommes dans ce bureau de travail. Je suis à la présentation Elias Loaïvouika et commençons par les principaux objectifs de ces traités. Quels sont-ils et comment pourraient-ils contribuer à la lutte contre les changements climatiques? Monsieur John. Et dans cette introduction, dans ce résumé bref, vous allez comprendre, je vais parler aussi directement des objectifs. Par exemple, ce que je voulais juste vous confirmer que le continent africain dispose en soi d'un potentiel incroyable pour devenir une puissance, une superpuissance d'ailleurs en matière d'énergie propre. Et c'est en s'appuyant sur des vastes ressources en énergie, par exemple l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique et même les géothermiques. Alors, les citoyens africains que nous sommes, les gouvernements, la société civile et les entreprises dans l'énergie propre travaillent sans relâche pour développer le marché africain de l'énergie relève pour aussi savoir comment on pourrait aussi relever les défis spécifiques auxquels le continent africain est confronté. Et là, on est en train de s'efforcer pour fournir un accès à des services énergétiques modernes et aussi comment on peut garantir un approvisionnement énergétique stable et abordable pour les clients privés et industriels par exemple. Et aussi comment on pourrait fournir un accès à des financements publics et privés aussi qui pourraient suffire pour mettre en place ces formes modernes d'approvisionnement énergétique et aussi sans contrainte de vente ou de vendre les ressources nationales, vous voyez, voilà, et aussi aux bas soumissionnaires comme je pourrais aussi me permettre de le dire. Alors, dans ce contexte que je viens de parler, le représentant des grandes sociétés pétrolières et gazières insiste sur l'idée d'utiliser des réserves de pétrole et de gaz fossiles en Afrique. Mais que les investisseurs sont en train de proposer, mais après un examen approfondi, qui relève que ces affirmations, que ces industries et ces banques, ceux qui soutiennent ça, sont fausses. Comment? Parce que le gouvernement et les contribuables, surtout africains, seraient tenus responsables des investissements considérables dans les infrastructures de forage. Vous voyez? Et les pipelines, les installations de stockage, les ports destinés à exporter le pétrole et le gaz vers les pays riches d'Asie, d'Europe, pourquoi pas de l'Amérique du Nord, tout ça, ce sont les gouvernements africains qui vont annoncer, qui vont prendre toutes ces responsabilités et surtout en termes de dettes. Alors, les compagnies pétrolières de gaz sont notoires et dignes de confiance lorsqu'elles se promettent et elles sont en train de promettre de nouvelles richesses à la population et aussi tentent, c'est pour le dire aussi tentent de se soustraire à toute obligation de nettoyage de la pollution. Là, je vais me baser sur un rapport de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable qui dit que le potentiel d'énergie renouvelable du continent est 1000 fois supérieur à la demande de l'électricité prévue pour 2040. Et ce qui signifie que le continent dispose d'un potentiel d'énergie renouvelable qui pourrait suffire pour répondre à la demande future que nous pouvons estimer à 2040. Alors la part totale, vous comprenez? Donc la part totale qui est combinée de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est et tout de suite peut aller jusqu'à produire de l'énergie renouvelable qui pourrait passer même de 20%. Bon, on prend 20% de 2016 et si on arrive à 2040, on pourrait même monter jusqu'à 63%. Il y a croissance. Et ce qui prouve que en fait, nous pouvons en être prêts parce que la recherche des ressources
des ressources qui placent l'ensemble du continent à bonne position pour bénéficier de la transition énergétique. Alors, là, je vais parler brièvement maintenant du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Quels sont les objectifs de ce traité? En fait, c'est une initiative pour mettre en place un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Et ceci vise à favoriser une transition équitable, à favoriser à l'échelle mondiale une transition énergétique équitable des combustibles fossiles vers les énergies propres, non polluantes et durables et des économies propres, et ainsi pour faire à faible émission de carbone. C'est ça signifie non polluantes et durables, c'est-à-dire ce sont des énergies à faible émission de carbone. Voilà, ça c'est l'objectif global du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Alors, c'est l'initiative qui va stimuler la coopération internationale afin d'accélérer cette transition vers des énergies renouvelables propres et abondantes, de sorte qu'aucun pays, c'est là que je parle de l'équité, qu'aucun pays, communauté ou travailleur ne soit laissé pour compte. Et ceci, c'est pour mettre fin au développement de nouveaux combustibles fossiles et pour éliminer progressivement, donc je suis en train de souligner progressivement la production existante afin que la limite visée par des accords pour les changements climatiques et réchauffement à 1,5 degré. Et merci. Et quels sont les défis potentiels liés à sa mise en œuvre, notamment en termes de sécurité énergétique et de transition économique? Je pourrais confirmer qu'il n'y a pas vraiment de grands problèmes par rapport à cela. Pourquoi? Car je me base plus sur les piliers de la proposition des traités de non-prolifération des combustibles fossiles. Vous allez comprendre que ces piliers sont basés sur trois. Donc, le traité est basé sur trois piliers. Le premier, c'est une transition mondiale juste. C'est-à-dire permettre une transition juste à l'échelle mondiale pour tous les pays. Et cela signifie que le travailleur, les communautés, notamment en soutenant la transition pour franchir la dépendance des combustibles fossiles. Et c'est pour cela que je peux dire la non-prolifération. C'est cesser d'aggraver le problème en mettant fin à l'expansion de la production de charbon, de pétrole et de gaz. C'est-à-dire, nous voulons mettre fin à ce qui existe. Il y a déjà une alternative, n'est-ce pas? C'est là que je pourrais dire qu'il n'y a pas vraiment de défi. Par exemple, deuxième pilier, on dit non-prolifération. Donc, c'est cesser d'aggraver. Alors, la non-prolifération, c'est lorsqu'il y a une élimination progressive et équitable. Là, c'est l'équité qui joue maintenant. Il y a ceux qui dépendent des fossiles. Comment? Il faut aussi songer à eux. Alors là, il y a un plan équitable de réduction progressive de la production de combustibles fossiles. Et non brusque, et non brutal, non. Dans lequel les nations ayant la capacité et la responsabilité historique de la transition en matière d'émissions sont les plus rapides. Et après cette rapidité, ils peuvent maintenant apporter leur soutien au pays. Donc ce n'est pas à dire que du coup, toute la planète doit cesser avec les combustibles fossiles. Il y a ceux qui sont souples dans les énergies renouvelables, propres et non polluantes, qui peuvent maintenant soutenir ceux qui dépendent des fossiles maintenant. Et il y a aussi, je peux dire, traiter progressif, c'est-à-dire réduire progressivement la production actuelle des combustibles fossiles. Voilà, c'est progressivement. Maintenant, le troisième pilier parle d'une simple transition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit accélérer l'adoption des énergies renouvelables et la diversification économique
par rapport aux combustibles fossiles. Et là, on ne doit pas voir qui est travailleur, communauté, pays, non. C'est sous forme d'équité, comme je l'ai souligné. On met seulement la concurrence. On voit que les énergies propres produisent mieux que les fossiles. Alors, ça va faciliter la migration vers les fossiles. Et à la migration des fossiles vers les renouvelables, les non renouvelables. Merci pour ces éclaircissements. Est-ce qu'on peut savoir comment comparer ces traités à d'autres accords internationaux comme les traités sur la non-prolifération des armes nucléaires, les traités de Rome et j'en passe? Oui, bon, je vais plus m'étaler sur l'accord de Paris. Par exemple, nous savons bien que si l'accord de Paris exige que tous les pays qu'ils prennent des mesures pour réduire leurs émissions nationales et ils ne limitent pas directement les forces du marché et les incitations financières à court terme qui continuent d'alimenter maintenant l'expansion. C'est déjà en voie d'échec. Nous savons bien tous que à 86%, les combustibles fossiles sont à la base des changements climatiques. L'accord de Paris qui parle de lutter contre les changements climatiques en aucun cas mentionne les combustibles fossiles comme source, comme cause, grande cause des changements climatiques. Mais qu'en est-il du traité de non-prolifération des combustibles fossiles? Pourquoi nous l'encourageons? Pourquoi nous soutenons ça? Parce que c'est une initiative mondiale qui vise à encourager la coopération internationale afin d'accélérer la transition vers les énergies propres pour tout le monde et de mettre fin à l'expansion du pétrole, du gaz et du charbon et de réduire la production existante conformément à ce que la science exige pour faire face à la crise climatique. Ainsi, l'appel à faveur du traité visa à accélérer une transition juste, une transition rapide et une transition financée vers l'abandon des combustibles fossiles, principale cause de la crise climatique, doit prendre l'ampleur. Alors, la comparaison par là, je vais parler plus, je m'étale plus sur l'accord de Paris. Prenons la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques avec l'accord de Paris, comment ils doivent aussi jouer leur rôle pour promouvoir les traités de non-prolifération des combustibles fossiles. Les accords qui existent, notamment ceux que je viens de citer, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, l'accord de Paris, ils peuvent jouer un rôle clé. Comment? Les parties peuvent envisager de s'attaquer aux combustibles fossiles par le biais, par exemple, je vais citer quelques lignes. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est des mesures nationales qui sont élargies à viser pour réduire l'approvisionnement combustible fossile ou la dépendance à l'égard de ceux-ci. Par exemple, si l'Ouganda, c'est juste à titre d'exemple, si l'Ouganda est signataire de l'accord de Paris, il est membre signataire de l'accord de Paris, ne devrait pas promouvoir ou encore réaliser un projet comme ICOP, qui est un projet écocide. Il devrait limiter, au contraire, ces fonds devraient les affecter dans la transition énergétique. Et comment les accords peuvent faire aussi? Deuxièmement, il faut contribuer à déterminer les niveaux nationaux qui sont révisés. Troisièmement, je peux citer, mettre en place des stratégies de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour aujourd'hui là où nous sommes. Et aussi, quatrièmement, je pourrais dire, c'est aussi mettre en place des processus qui sont relatifs aux mesures de réponse et à la diversification économique comme l'économie verte, l'économie circulaire, et aussi apporter en matière de financement, de technologie et de capacité, et empêcher les règles de compensation qui soutiennent la poursuite de l'extraction et l'utilisation de combustibles fossiles. Vous savez, c'est souvent on dit le principe fondamental de pollueur-payeur. Nous allons payer même si nous polluons. C'est encouragé.
il paye combien, il gagne combien. Il paye moins que même un. Je pourrais aussi terminer pour dire qu'il faut faire aussi la réduction des comptes dans un cadre de transparence renforcé en faisant un bilan pour l'accord ou les accords qui existent. Disons, de 2020 à fin 2024, qu'est-ce que l'accord de Paris a produit comme résultat? Voilà, de telles rétrospectives, de tels accords pourraient nous aider. Mais le traité de non-prolifération des combustibles fossiles attaque une transition effective et doit être basée sur l'équité. Voilà. Et je voulais aussi conclure par passer d'une autre question que vous avez bien soulevée. Quel soutien international existe-t-il maintenant actuellement pour ce traité? Là, je vais donner un peu un nombre de titres. Bon, actuellement, ça c'est juste le rapport de février 2025. Il y a déjà 16 pays au monde qui soutiennent cette initiative. Il y a plus de 132 villes qui soutiennent l'initiative. Il y a plus de 3954 organisations et institutions qui soutiennent l'initiative des traités de non-prolifération de combustibles fossiles. On ne s'arrête pas là. Il y a plus de 1,15 million d'individus influents. Et à titre de détail, je pourrais donner certains détails. Par exemple, il y a par exemple, à titre des individus, il y a plus de 101 lauréats du prix Nobel qui soutiennent. Il y a plus de 300 institutions de santé. Il y a plus de 3000 scientifiques, universitaires et chercheurs qui soutiennent le traité de non-prolifération. C'est-à-dire qu'il y a accroissement de la campagne. Et la campagne ne se limite par là. Et voilà, nous aussi, nous sommes là maintenant aujourd'hui. Nous sommes en train maintenant de faire, de le promouvoir. Et par exemple, ce que je pourrais aussi dire comme par rapport autre idée ou le briefing que je pourrais ajouter aussi, c'est encourager des initiatives comme la CPI avec l'initiative de l'écocide pour être crime contre l'humanité. L'écocide, c'est causer des crimes contre l'environnement. C'est comme nous disons ICOP. ICOP était un projet écocide, c'est-à-dire c'est un projet qui commet des crimes, des violations des droits humains, ainsi de suite, et les violations contre l'environnement, ainsi de suite. Là, ça sera un autre sujet. Maintenant, il faut encourager des pays comme la République démocratique du Congo qui a soutenu cette initiative. Et que l'écocide doit être inscrit comme crime contre l'humanité. Et maintenant, il y a aussi des appels que nous pouvons lancer à des gouvernements. Comme conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire à mot de conclusion? Je voulais dire qu'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, c'est un mécanisme dont le monde a besoin pour gérer une transition juste à l'échelle planétaire en s'éloignant du charbon, du pétrole et du gaz. Et pour soutenir ça, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez soutenir en signant comme individu, comme je l'ai dit, les lauréats, les scientifiques, comme organisation, comme ville, comme gouvernement, ainsi de suite. Et même pas ça, il y a des lettres que nous, les défenseurs, qui est conclu par des artistes, des scientifiques, des défenseurs, des militants du climat, nous écrivons des lettres, nous signons des lettres. Vous pouvez seulement accéder au site du traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Vous pouvez aussi soutenir en signant la lettre ouverte. C'est par exemple une lettre ouverte qui a été publiée pour l'objectif de stimuler les financiers de la COP29 en attendant qu'ils doivent soutenir des bonnes actions, ainsi de suite. Nous avons ce message à lancer aux différentes personnes qui nous écoutent. C'est assez. Ce que nous construisons aujourd'hui sera ce que nous utiliserons demain.
nous devons cesser d'étendre le problème. Ainsi, nous profitons de l'occasion de saluer le leadership des 14 États-nations puissantes qui ont pris l'initiative de négocier le traité sur la non-prolifération des combustibles fossiles en tant que plat complémentaire qui nous aidera à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et nous appelons d'autres pays, le pays africain, à se joindre à vous. Merci John Loufu-Caribou. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif au sein de l'ONG Forum des engagés pour le développement durable. Merci pour ces éclaircissements précieux. Nous espérons que ce traité sera un pas vers un avenir plus durable pour notre planète. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Bye bye.